Il est 23h59 et 59 secondes, le 30 juin 2012. Dans un centre de données, des milliers de serveurs tournent normalement. Des gens scrollent sur Reddit, des passagers attendent à l'aéroport. En gros, une nuit tout à fait banale. Mais une seconde plus tard, l'horloge affiche une heure impossible. 23h59 et 60 secondes. Et cette petite anomalie, cette petite seconde, elle a suffi à faire bugger certains systèmes informatiques dans le monde. Des serveurs ont planté, des services web ont buggé, même des vols Qantas ont été perturbés. Tout ça pour une seule seconde. Et en voyant ça, je me suis posé une question. Comment est-ce qu'on en est arrivé à bricoler le temps comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de rajouter des secondes manuellement? Parce qu'en vrai, ce qui s'est passé, c'est pas juste un bug informatique. Cette petite seconde en plus, elle raconte le moment où le rythme de la planète est devenu un obstacle pour nos propres inventions. On a fini par créer une horloge si parfaite qu'elle ne supporte plus les imperfections de la Terre. En gros, on est en train de déconnecter nos horloges de la réalité. Bon, alors pour comprendre, j'ai contacté un expert du temps, Denis Savoie. Et avec lui, on va essayer de comprendre d'où vient cette seconde si étrange et pourquoi ce bug raconte en réalité quelque chose de beaucoup plus grand, le moment où la tech a commencé à imposer sa propre version du temps. Bon, déjà on revient à l'origine, pour connaître l'heure, on faisait avec ce qu'on avait. En gros, le ciel. Le soleil se lève, il monte, il descend, les ombres bougent au sol, les saisons reviennent, donc on ne mesure pas encore le temps comme aujourd'hui, c'est juste une observation de la nature. Sauf qu'assez vite, ça ne devient plus suffisant, parce qu'une société, ça s'organise, pour le travail, pour la religion, pour le commerce, pour le pouvoir aussi. Et là, le temps devient une technologie sociale. Mais du coup, la première chose qui m'a frappée, c'est notre système actuel. Oui, parce que comment on en est arrivé à 24 heures dans une journée, 60 minutes dans une heure, 60 secondes dans une minute? Il y a quelques recherches qui ont été faites, notamment par un savant qui s'appelait Thureau d'Angin, sur l'usage sexagésimal chez les Babyloniens, certainement pour des questions d'usage de nombres multiples dans cette base 60, et c'est ce qui a été utilisé ensuite dans la mesure du temps. Ok, donc on utilise un système babylonien parce que c'est divisé par 2, 3, 5, 6, bon, c'est vrai que c'est pratique, mais nous on aime quand même bien quand c'est un peu plus rationnel. Alors pendant la Révolution française, on a voulu tout passer en base 10. Des journées de 10 heures, des heures de 100 minutes, sauf que ça a été un échec total. Alors, ça a été utilisé de 1793 à 1805, mais en fait ça s'est heurté aux usages qui étaient ancestraux, et on ne peut pas réformer le temps brutalement comme ça par un simple décret, et du coup ça n'a absolument pas marché. Les gens continuent d'utiliser à la fois la division du jour en 24 heures et l'heure en 60 minutes. D'ailleurs c'est pour ça que c'est si compliqué de trouver des horloges ou des montres avec cette base 10, ça a pas duré longtemps, ils avaient souvent deux cadrans, avec d'un côté l'heure décimale et de l'autre l'heure classique. Bref, personne n'arrivait à se faire à ce nouveau temps, et en 1995, la loi est juste suspendue. Bon, on est qu'au début, mais je commence à comprendre quelque chose. Le temps qu'on croit naturel du soleil, c'est déjà une décision politique. Et il y a un détail qu'on oublie souvent aujourd'hui, à cette époque, et pendant très longtemps, il n'y avait pas d'heure nationale. Chaque ville vivait à sa propre heure. Alors oui, on pourrait se dire que c'est totalement absurde, mais en vrai c'est plutôt logique. Quand le soleil est au plus haut au-dessus de la ville, il est midi. Sauf que je t'apprends rien si je te dis que la Terre elle tourne. Au même instant, il n'est pas la même heure à Strasbourg qu'à Bordeaux ou qu'à Brest, ce qui est très problématique quand on développe un réseau de communication. Il faut évidemment mettre le pays à la même heure pour un même méridien. Parce que oui, un réseau de communication vient tout chambouler, le train. Parce que oui, le chemin de fer, il lui faut des horaires précis, des départs, des correspondances, des croisements, de la sécurité. Tant qu'on voyage en calèche, une ville qui a 12 minutes d'écart sur la voisine, franchement, tout le monde s'en remet. Mais avec le train, d'un coup, c'est une autre histoire. Parce que si deux chefs de gare n'ont pas exactement la même heure sur une seule voie, ça fait pas juste un petit retard. Ça peut faire que deux locomotives se retrouvent face à face. Et donc le temps, ça devient un problème industriel. Dans certaines gares, il y avait carrément deux références temporelles, l'heure du village et l'heure de la compagnie ferroviaire. Bon là, tu le vois venir, on a dû trouver une solution. Et en France, la loi du 14 mars 1891 impose l'heure de Paris comme heure légale nationale. C'est là qu'on a divorcé avec le soleil pour la première fois. On a choisi une heure artificielle, décidée de manière centrale, pour que les trains ne se rendent pas dedans. Et même une fois qu'on a unifié l'heure, il reste une question. Sur quoi on la base exactement? Spontanément, on se dit, sur la Terre, sur la rotation de la Terre, sur le passage du jour à la nuit. Sauf qu'il y a un souci. La Terre, ce n'est pas une horloge parfaite. Petite pause d'1 minute. Est-ce que vous avez regardé les commentaires? Et si je vous disais que ceux que vous pouvez lire sous cette vidéo ne sont pas écrits par des humains? Un fantôme? On traque les bots dès qu'on sort une vidéo sur la chaîne et c'est devenu un sujet tellement grave que même YouTube n'arrive plus à les modérer. Pour montrer la dangerosité de ces bots, 8 étudiants de l'université de Malmo en partenariat avec Surfshark ont créé une expérience pour la Milan Design Week. C'est un jeu où vous avez 120 secondes pour repérer les commentaires générés par des bots dans une fausse discussion en ligne. Résultat, sur 710 participants, 47% se sont trompés. Rendez-vous compte que si vous avez un collègue en face de vous ou une personne de votre famille dans la même pièce, il a statistiquement
toutes les chances de se faire avoir. Ou alors c'est vous. Le pire, c'est que si vous passez la barre des 40 ans, votre capacité à détecter les bots s'écroule. Sachant qu'on parle de 6,3 milliards de comptes supprimés chaque année par les plateformes, on comprend que la génération de messages par des bots est devenue un fléau indétectable à l'œil nu. Le souci, c'est que derrière ces bots, il y a des liens piégés, du phishing, de l'usurpation d'identité et des fuites de données. Et vous protéger de tout ça, c'est le terrain de jeu de Surfshark, le partenaire de cette vidéo. Concrètement, Surfshark va au-delà du VPN avec une suite logicielle complète. CleanWeb bloque les liens malveillants avant même que vous cliquez. Alternative ID vous crée une fausse identité et un faux email pour vous inscrire partout sans lâcher vos vraies données. Surfshark Alert vous prévient si vos données fuitent quelque part. Et vous le savez, le VPN iconique de Surfshark masque votre adresse IP. Surfshark propose même un anti-scam hub sur son application iOS pour détecter les arnaques en temps réel et vous éviter de faire le clic de trop. Alternative ID c'est dispo dans la formule Surfshark la moins chère et tout le reste se débloque dès l'offre Surfshark One. Comme d'habitude, le lien vers l'offre sera en description et vous aurez le meilleur prix possible. Merci Surfshark, on repasse au temps. Dans les années 1930, à l'Observatoire de Paris, on met en évidence que, au cours de l'année, la Terre a des fluctuations dans sa rotation. Tantôt elle accélère, tantôt elle ralentit. Et donc, on se rend compte rapidement que l'étalon Terre, c'est-à-dire la rotation de la Terre sur elle-même, ne peut plus être utilisée comme étalon de référence. Bon, on a vu plus stable comme horloge. Sauf que pour beaucoup de systèmes, notamment les systèmes informatiques, la stabilité de la seconde, c'est essentiel. Et après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1950, au Royaume-Uni, les physiciens élaborent des horloges atomiques qui utilisent la transition des atomes, notamment le césium 133, pour définir la seconde. La seconde était définie avant comme la 1 sur 86 400e partie du jour solaire moyen. Donc on va mettre au point une seconde atomique qui a la même durée que la seconde de temps moyen. Et ça, c'est une révolution. Parce qu'à partir de là, on a une unité de temps ultra régulière. C'est le rêve absolu pour la science, les télécommunications, la navigation satellite, les réseaux, l'informatique, la finance, bref, tout ce qui déteste l'imprécision. Le problème, c'est que si on fait rien, le temps de l'atome, très stable, et le temps de la Terre, pas très stable, se décale. Finalement, c'est en 1967, à la conférence des poids et mesures, où on adopte la seconde atomique. Ça veut dire que la définition du temps passe dans la main des physiciens et non plus des astronomes. Mais on veut quand même garder un lien entre le temps d'origine atomique et le temps d'origine astronomique. Et on crée ce qu'on appelle UTC. Et c'est le temps diffusé actuellement partout dans le monde. Il est d'origine atomique, mais il est corrélé avec le temps d'origine astronomique. Et donc on rajoute une seconde de temps en temps pour rattraper la rotation de la Terre. C'est elle, la fameuse 61e seconde qui a fait bugger le web en 2012, la seconde intercalaire. Et c'est comme ça qu'on obtient ce moment étrange, 23h59, 23h59, 60 minutes. Au revoir. Mais le problème, c'est que l'ajout de cette seconde, ça n'arrange pas du tout les géants de la tech. Pour Google, Meta et compagnie, une minute de 61 secondes, c'est juste un cauchemar informatique. Parce que beaucoup de logiciels, de serveurs et de systèmes, ils ne sont pas pensés pour gérer une minute de 61 secondes. Pour eux, une minute fait 60 secondes. Point. Donc quand l'heure 23h59 minutes et 60 secondes apparaît, il y a juste beaucoup de logiciels qui comprennent pas. Pour eux, c'est juste une valeur impossible. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé en 2012. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous disais au début de la vidéo ? L'ajout d'une seconde intercalaire, ça provoque des dysfonctionnements dans plusieurs systèmes informatiques. Et ça, c'est presque ironique. En gros, on a voulu corriger le temps pour rester fidèle à la Terre, et c'est l'infrastructure numérique mondiale qui a paniqué. Vous l'avez sans doute compris, les grandes entreprises de la tech commencent à voir cette seconde intercalaire comme une plaie. L'ajout de ces secondes intercalaires pose des problèmes, notamment au niveau informatique mondial, à la fois dans les systèmes de géopositionnement, que ce soit le GPS, le Galileo, etc. Et puis dans les systèmes Unix, qui sont des systèmes de gestion informatique globale. Et oui, tout ça, ça dépend d'une mesure du temps stable, prévisible, calculable et de serveurs qui tiennent. Alors les géants de la tech ont commencé à utiliser ce qu'on appelle le leap smear. En gros, au lieu d'ajouter une seconde, ils ralentissent leurs horloges de quelques millisecondes pendant des heures pour que les serveurs ne crachent pas. Là, on comprend le vrai enjeu, on n'est pas juste en train de mesurer le temps. On est en train de l'adapter à des nouvelles contraintes, notre monde numérique. Mais en réalité, il y a quelque chose qui les inquiète encore plus que les secondes intercalaires, parce qu'en fait, il y en a déjà eu 27 depuis son introduction en 1972, donc on sait plus ou moins faire. Mais il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire, par contre, c'est une potentielle seconde intercalaire négative. Oui, je l'ai dit, la Terre, elle n'est pas régulière, donc sur le long terme, elle ralentit, d'où les secondes intercalaires, sauf que ces dernières années, sa rotation, elle a parfois légèrement accéléré. Et elle accélère tellement qu'on a peur de devoir un jour retirer des secondes. Et ça, c'est l'inconnu total. On a ajouté des secondes, mais en retirer une, on l'a jamais fait. Et là, ça serait très problématique. Parce que pour un programme informatique, retirer une seconde, ça revient à faire reculer le temps. L'effet, il pourrait donc arriver avant la cause, et ça, c'est juste l'antimatière de l'informatique.
informatique. Et ce risque en plus, il explique pourquoi les géants du web militent depuis des années pour supprimer la seconde intercalaire, parce que ça coûte trop cher en maintenance et en risque de bug. Mais de l'autre côté, on a les astronomes qui veulent garder cette seconde pour rester calés sur le soleil. Alors, tout le monde s'est réuni à Versailles en novembre 2022. C'est la conférence générale des poids et des mesures. Et ils ont voté. Et ils ont donc acté le principe d'un UTC continu en décidant d'augmenter avant ou en 2035 la limite autorisée entre l'UTC et le temps du soleil. En clair, on se dirige bien vers la fin des secondes intercalaires telles qu'on les connaît. Et donc ça veut dire qu'à partir de 2035, on aura un temps d'origine purement atomique. Alors ça veut dire que la Terre va continuer de ralentir ou d'accélérer, on ne sait pas trop. Et donc, il faudra, à terme, faire des corrections. Parce que le temps du Soleil va s'écarter du temps parfaitement uniforme des physiciens. Et si on laissait dériver comme ça, bien, on commencerait par avoir 1 heure d'écart, 2 heures d'écart. Et si on laissait vraiment dériver complètement, il serait midi à minuit. Parce que oui, ce vote, ça veut dire qu'à partir de 2035, on accepte officiellement que l'heure civile colle moins au ciel et plus aux besoins des réseaux. Philosophiquement, ça veut dire que pour la première fois, on aura un abandon total, depuis que l'homme est sur Terre, entre le temps astronomique et le temps atomique. Parce que cette fois-ci, c'est vraiment un temps qui n'aura plus aucun lien, aucune corrélation avec le Soleil et la Terre. Bon, évidemment, on va pas se déconnecter du Soleil d'un coup. On va pas se réveiller dans le noir à midi. Le projet, c'est de laisser l'écart s'agrandir, peut-être jusqu'à 1 minute, pour faire des ajustements massifs tous les 50 à 100 ans. Et toute cette mise en pratique, elle doit encore être discutée. La prochaine réunion du CGPM est prévue en octobre 2026, où ils regarderont comment techniquement ils peuvent supprimer cette seconde intercalaire. Bon, au départ, on voulait savoir quand manger, dormir ou prier, et on regardait le soleil. Ensuite, on a voulu faire rouler des trains sans les faire se percuter, puis synchroniser des villes, puis des pays, puis des serveurs capables de faire circuler des milliards de données à la seconde. Et à chaque étape, on a un peu moins suivi la nature, et un peu plus suivi les contraintes techniques. Jusqu'à ce moment fou où 1 seconde ajoutée pour respecter la rotation de la Terre a suffi à faire bugger toute une partie du monde numérique. Donc la prochaine fois que vous regardez l'heure sur votre téléphone, dites-vous un truc, ce que vous regardez ce n'est pas juste l'heure qu'il est, c'est un compromis entre l'astronomie, la physique, l'histoire, l'industrie et les géants du numérique. Et franchement, je trouve ça fou qu'un objet aussi banal qu'une montre cache autant de secrets.